T'as déjà rêvé de monter une boîte qui vaut plus de 100 millions d'euros? Eh bien, c'est ce que Mounir, CEO de Finari, est en train de réaliser grâce à sa startup qui permet aujourd'hui à plus de 500 000 personnes de gérer leur patrimoine. En l'espace de 4 ans, Finari est passé d'une boîte qui gagnait absolument rien à une startup qui génère aujourd'hui des millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et tout ça est grâce à une stratégie extrêmement bien rodée que je vais t'expliquer point par point dans cette vidéo. Alors Finari, déjà, c'est quoi? Finari, c'est une app qui te permet de suivre et de gérer ton patrimoine. Donc ça se passe sur ton appli ou sur ton ordinateur. L'idée de base, c'est de dire que en fait, tu peux pas améliorer ce que tu ne suis pas. Donc, on te permet de suivre automatiquement ton patrimoine, quel qu'il soit. Que tu aies un compte titre, un PEA, des comptes bancaires évidemment, l'immobilier, des bitcoins, des sneakers. En fait, tu peux tout avoir au même endroit. Elle a été fondée en 2020 par deux Français, Mounir Lagoun et Julien Blanchet. Mais alors, comment ces deux-là se sont-ils rencontrés? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut d'abord remonter 6 ans avant la création de la startup en 2014. Et à ce moment-là, Mounir, il va faire un choix crucial dans sa carrière et même dans sa vie plus globalement, puisqu'il va décider de quitter la finance. Non, c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Pour rejoindre un univers qui le passionne vraiment, la tech. Du coup, il va décider de démissionner de son premier job où il travaillait en tant qu'analyste financier chez Lidl pour devenir product manager chez Youpies, une startup spécialisée dans le service à la personne. Alors oui, sur le papier, ça semble un peu fou, mais tu verras au fil de la vidéo que parfois suivre son instinct, c'est la meilleure solution pour faire les bons choix. Et d'ailleurs, dès son arrivée, il va faire la connaissance d'un jeune stagiaire, Julien, qui était inscrit à l'école 42, l'école gratuite créée par Xavier Niel et qui permet de se former au code pour devenir développeur. Et Mounir, en discutant avec ce stagiaire, il va très vite se rendre compte que Julien, en plus d'avoir des bonnes compétences en informatique, il a aussi un intérêt très prononcé pour l'entrepreneuriat. Et ça, c'est hyper important pour Mounir parce que lui, son rêve, c'est de monter une start-up, il n'a pas vraiment rejoint la tech par hasard. Malheureusement, tous les deux vont décider de prendre un chemin complètement différent, puisque Mounir, après 1 an chez Youpies, décidera de rejoindre la start-up française spécialisée dans la vente de billets de train en ligne, Capitaine Train, et qui sera d'ailleurs racheté par son concurrent britannique, Trainline, quasiment à l'arrivée de Mounir en 2015. Et Julien, de son côté, alors âgé d'à peine 20 ans, se lancera directement dans le grand bain et s'associera avec 3 personnes, dont 2 étudiants de son école, pour lancer enfin un projet entrepreneurial, une start-up spécialisée dans les chatbox. Mais alors tu dois te demander comment le destin a-t-il fini par les réunir? Eh bien tout d'abord, Julien, en janvier 2018, alors que sa start-up cherchait à lever des fonds, elle obtiendra finalement une offre de rachat de plus de 20 millions d'euros par SAP qu'elle finira par accepter. Quant à Mounir, en juillet 2019, soit quand même après 4 ans de durs et loyaux services chez Trainline, il finira par participer à l'introduction en bourse de la start-up qui lui permettra de convertir ses BSPCE en actions. Alors les BSPCE, c'est simple, c'est des options accordées à un employé de start-up pour lui permettre d'acheter des actions à un prix déjà fixé à l'avance. Et grâce à ce mécanisme, tiens-toi bien, Mounir réalisera un gain de 502 000 euros, ce qui lui permettra d'à la fois quitter son job, mais aussi de prévenir Julien avec qui il était resté en contact pour lui dire qu'il est enfin disponible pour créer une boîte. Mais alors comment sont-ils passés d'une simple envie d'entreprendre à la création d'un projet concret? Eh bien en fait, ils ont d'abord cherché à répondre à un problème déjà existant, en l'occurrence le leur, puisque tous les deux venaient de toucher une jolie somme d'argent, mais aucun disposait vraiment d'un moyen pour suivre et gérer leur investissement autrement que par Excel. Et la deuxième chose fondamentale, c'est qu'en 2019, on est en pleine crise, on est en plein Covid et on est passé d'un phénomène où très peu de Français finalement étaient intéressés par l'univers de la bourse, on parle quand même d'une époque où même pas 10% de la population détenait des actions, à une prise de conscience collective de l'importance de sécuriser son argent, ce qui entraîna d'ailleurs l'arrivée de nouveaux investisseurs sur le marché. Et donc pour ces raisons, en 2020, ils vont décider de saisir cette opportunité, de complètement délaisser leur fichier Excel qui rendait les investissements assez compliqués à suivre pour enfin créer une app qui leur facilite la vie et qui pourrait être potentiellement accessible à tous. Julien sera en charge de toute la partie développement alors que Mounir sera plutôt focalisé sur le design du produit. Et en 48 heures, ils vont réussir à créer une première version de Finari qui leur permettra déjà de connecter grâce à des API leurs comptes bancaires, leurs comptes de crypto, mais aussi leurs actions sur une seule et même plateforme. Et ils vont très vite se rendre
compte du potentiel qu'ils ont entre les mains. Ils vont d'ailleurs commencer à en parler autour d'eux, notamment à leur entourage, à leur famille et à leurs amis. Et petit à petit, des centaines de personnes vont s'inscrire sur leur plateforme. Mais alors, comment ont-ils fait pour passer d'une centaine d'utilisateurs à plus de 500 000? Eh bien, tout d'abord, quelques mois après la création de l'app, en janvier 2021, ils vont réussir à rejoindre le programme soutenu par l'incubateur américain Y Combinator. Et c'est pas rien puisque c'est la structure d'accompagnement la plus prestigieuse du monde pour créer, développer ou accélérer ta startup. C'est un peu comme Harvard, mais version startup. Il y a énormément de grands noms qui sont passés par là, comme les fondateurs de Airbnb, Coinbase, Stripe ou même Twitch. D'ailleurs, l'ancien président de YC, c'est quand même Sam Altman, le CEO d'OpenAI, ceux qui ont réussi à créer ChatGPT. Et la particularité de cet incubateur, c'est que peu importe qui tu es, peu importe finalement ton école, peu importe d'où tu viens, tu as quand même les chances de pouvoir intégrer le programme. D'ailleurs, il se déroule tous les ans en Californie, sauf bien sûr au moment où Finari l'a fait, puisque c'était le Covid et ils ont dû malheureusement le réaliser à distance. Maintenant, YC, c'est aussi et surtout un fonds d'investissement. Et dès que Finari a intégré le programme, ils ont reçu une somme d'argent sous forme d'un safe. On a l'équivalent en France qui s'appelle le BSAR. Et en gros, Finari a reçu 125 000 $ en l'échange d'un droit pour l'incubateur d'obtenir 7% de son capital le jour de sa future levée de fonds. Et ça, peu importe sa valorisation. Alors l'avantage pour la startup, c'est que tu touches rapidement de l'argent et que tu n'as pas de paperasse à faire puisque les investisseurs ne rentrent pas tout de suite dans le capital. Et pour Y Combinator, c'est une façon pour eux d'obtenir en général des parts beaucoup moins chères que les autres investisseurs puisque à la fin des 3 mois, les valorisations ont plutôt tendance à exploser. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrivera à Finari puisque la semaine juste après la fin de leur programme, ils feront une première levée de fonds en seed où ils obtiendront 2,2 millions d'euros de la part de 3 fonds d'investissement qui sont Speed Invest, l'un des meilleurs fonds pour investir dans les fintechs en Europe, Y Combinator, donc leur incubateur, mais aussi Kima Venture, le fonds de Xavier Niel. En plus, ils s'arrêteront pas là puisque 8 mois plus tard, en fin d'année 2021, ils referont un nouveau tour de table, cette fois-ci en série A pour 8 millions d'euros afin de faire passer Finari d'une simple plateforme qui suit ton patrimoine à quelque chose qui se rapproche un peu plus d'une banque privée. Pour ça d'ailleurs, ils referont appel à leurs investisseurs historiques mais aussi à des business angels très connus comme les fondateurs de Conto ou encore celui de Bitpanda qui viendront consolider leur board. Et comme si c'était pas déjà assez, ils termineront le 28 mars 2022 en lançant une campagne de financement participatif sur Crowdcube où ils obtiendront, alors prépare-toi, en 21 minutes 2,1 millions d'euros auprès de 989 membres de leur communauté Finari. Mais alors pourquoi lever autant d'argent? Est-ce que c'est réellement nécessaire? Parce qu'au final, ils ont quand même perdu une bonne partie de leur capital dans cette histoire. Eh bien, en réalité, c'était super important pour plusieurs facteurs. Le premier, et c'est le plus logique, c'est que lorsque tu développes un logiciel, donc un SaaS, globalement, tu as 2 façons de le faire. Soit tu décides de bootstrapper ta boîte. En gros, c'est un mot compliqué pour dire simplement que tu utilises uniquement ton argent ou celui généré par ton produit pour développer ta startup, soit tu décides d'être VC-backed, donc de faire rentrer des investisseurs dans ton capital. Alors pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? En fait, ça va vraiment dépendre de ta situation, puisque si tu es capable de financer tout seul la conception et le lancement de ton produit et que sa commercialisation te génère suffisamment d'argent, eh bien en fait, tu as le choix. Soit tu dis que tu prends le temps d'évoluer au rythme de ta création de revenus et là tu optes plutôt pour le bootstrapping, soit tu préfères accélérer les choses, conquérir rapidement des marchés et là ce serait peut-être préférable pour toi d'être VC-backed. Après, si jamais ton produit coûte trop cher à développer ou qu'il te rapporte pas suffisamment d'argent au début, tu n'auras pas d'autre choix que de faire rentrer des financements externes pour le bon fonctionnement de ton entreprise. Alors pour Finari, souviens-toi, au début ils avaient 30 000 utilisateurs mais très peu de clients premium, donc ils avaient un revenu qui était quand même assez faible et qui ne leur permettait pas de recruter des nouveaux développeurs, de payer des serveurs pour héberger leur plateforme, mais également d'avoir un budget marketing suffisamment conséquent pour pouvoir faire des belles campagnes sur Google Ads, sur Meta ou sur iOS. En plus, Mounir s'est vite rendu compte que s'il veut que des nouveaux utilisateurs connectent leur compte bancaire sur sa plateforme, il a plutôt intérêt à être un vrai tiers de confiance. Et c'est là qu'être entouré d'investisseurs très connus comme Xavier Niel ou même plus simplement que 1000 de tes utilisateurs
déjà présents sur ta plateforme aient confiance dans ton projet et investissent dedans, c'est extrêmement rassurant. Et c'est pour ces raisons-là qu'ils ont choisi d'être VC-backed. Mais alors tu dois te demander comment Mounir s'est retrouvé à faire des vidéos YouTube chaque semaine alors qu'ils avaient déjà levé plus de 12 millions d'euros et qu'ils auraient très bien pu se contenter de faire des campagnes de pub. Et bien en fait, l'argent, ça fait pas tout. Et à la base, ils ont vraiment essayé de le faire. Ils ont commencé par des publicités notamment sur iOS, sur Meta ou sur Snapchat, sauf que ça rendait leur coût d'acquisition client un peu trop élevé. En gros, ça leur coûtait trop cher de faire entrer un client par rapport aux revenus générés par celui-ci. Et le coût d'acquisition client, donc le CAC, c'est l'un des KPI les plus importants pour un business SaaS. Pourquoi? Parce que pour être rentable, tu dois t'assurer que chaque client te rapporte plus d'argent que ce qui t'a coûté à attirer. Du coup, ils ont réfléchi à une nouvelle solution beaucoup moins coûteuse et ils ont décidé de lancer une petite newsletter qui s'appelait à l'époque Money Time, sauf que malheureusement, elle va très vite se montrer inefficace pour une raison simple, les formats de 2 pages de lecture, en fait, ça décourage très vite les gens. Alors Mounir, finalement, il va faire ce qu'il sait faire de mieux, suivre son instinct en se disant que ça serait peut-être pas une mauvaise idée de faire comme ce qui se fait outre-Atlantique, notamment chez certains gros youtubeurs américains qui font la promotion de leur marque par l'intermédiaire de leur chaîne YouTube pour donner d'une part de la visibilité mais aussi un petit peu plus d'authenticité à leurs produits. Du coup, il va régulièrement poster du contenu sur sa chaîne, sauf qu'au début ça marchait pas vraiment, ses vidéos étaient trop axées sur les fonctionnalités de Finari et il s'est vite rendu compte que ça intéressait personne en fait. Et après plus de 2 ans de persévérance, il va décider sur un coup de tête de changer de concept et d'analyser en vidéo le patrimoine d'un client Finari sans véritablement donner de conseils en investissement parce que ça c'est totalement interdit par l'autorité des marchés financiers, mais plutôt en expliquant la répartition du patrimoine de son client, donc combien il met en crypto, combien il met en bourse ou en immobilier. Et cette vidéo va avoir un impact considérable sur son audience et à la valeur qu'il apporte à celle-ci. D'ailleurs, ça va tellement bien marcher qu'elle générera d'un coup plus d'une centaine de milliers de vues et depuis ce jour-là, il sort tous les dimanches une vidéo sur une analyse de patrimoine qui permet de générer des millions de vues sur sa chaîne chaque année. On parle de plus de 10 millions en 2023 et 25 millions en 2024. Et là où c'est très fort, c'est que toutes ces analyses sont aussi une manière indirecte pour lui de présenter son outil et donc de faire de YouTube le premier canal d'acquisition de Finari. Alors si tu suis son contenu, tu vas me dire qu'il fait pas que ça et tu as totalement raison puisqu'il diversifie un peu en proposant d'autres concepts, notamment les mardis comme les Finari Talk où il fait intervenir des experts pour discuter de finance, de fiscalité ou d'économie. Mais contrairement à de la publicité classique, sa chaîne YouTube ne coûte quasiment rien. Aujourd'hui, même on gagne de l'argent avec YouTube. En fait, tous les ad revenus qu'on génère avec YouTube, ça paye l'équipe, ça paye en fait le coût de fonctionnement. Donc le channel, il est incroyable, il est hyper héroïste. Mais c'est ça mon conseil, c'est vraiment de se lancer et de vraiment d'abord se poser la question de son persona. C'est où est ton audience? Bah nous, on a une audience plutôt CSP+, ils sont sur YouTube, voilà. S'ils avaient été sur TikTok, j'aurais peut-être été TikToker, tu vois. En plus, ils ont créé un forum pour échanger directement avec leur communauté. Donc finalement, grâce à toutes ces stratégies alliant à la fois du contenu organique mais aussi de la publicité, ils ont réussi à construire une communauté de plus de 500 000 utilisateurs qui peuvent potentiellement tous devenir des futurs clients. Alors après, il me semble que plus de 90% des utilisateurs Finari profitent de la plateforme gratuitement, donc ça reste un sacré manque à gagner pour la startup. Mais pour contrer ce phénomène, ils ont décidé en juillet 2023 d'instaurer des nouveaux services comme le fait de pouvoir investir sur la plateforme et donc dorénavant, ils peuvent prendre des frais de commission sur chaque transaction effectuée par un utilisateur. Et aujourd'hui, par exemple, leur offre crypto a tellement bien progressé qu'ils ont réussi à franchir un volume de transactions de plus de 100 millions d'euros. Alors c'est pas du chiffre d'affaires, mais ça leur permet de prendre des commissions qui par contre, elles, représentent désormais 20% de leur revenu moyen par utilisateur. Mais alors, qu'en est-il du revenu pour les abonnements? Eh bien, le 10 février 2025, Mounir a publié sur le site internet de Finari une lettre destinée aux actionnaires pour leur informer que Finari avait multiplié par 4,4 son ARR, donc l'annual recurring revenue, entre fin 2023 et fin 2024 pour le faire passer de 1,5 million à 6,5 millions d'euros. Alors pourquoi il parle d'ARR et pas de chiffre d'affaires? Eh bien en réalité on pourrait très bien parler des deux, mais l'idée ici c'est plutôt que l'ARR mesure la capacité d'une startup à générer du revenu à partir de ses abonnements récurrents. C'est le KPI le plus utilisé pour les modèles SaaS. Je te parlais du coût d'acquisition client tout à l'heure, ça c'est également
vraiment très important. Et donc pour calculer ton ARR simplement, disons que si tu as signé 10 clients pour 1 an et qui payent tous les mois 5 €, eh bien ton ARR c'est 10 clients fois 5 € fois 12 mois. Donc c'est 600 €. On utilise également cet indicateur pour estimer la valeur de la plupart des startups SaaS. Et d'ailleurs reste bien dans la vidéo parce que je te présenterai juste après la bonne méthode pour évaluer Finari aujourd'hui. Mais avant ça, c'est important que tu saches qu'ils ont également développé une autre source de revenus grâce à une nouvelle offre de service, Finari One. L'idée, c'est un peu comme les commissions qu'ils prennent sur chaque transaction, c'est de proposer des nouveaux services payants à des utilisateurs déjà existants. Pour soit vendre plus, c'est ce qu'on appelle faire du cross-sell, soit diminuer le taux de désabonnement, donc le churn, en recréant une autre forme d'intérêt pour l'utilisateur. L'avantage de cette méthode, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher de nouveaux clients pour continuer à générer de la croissance. Ils ont juste à essayer de maximiser le panier moyen de chaque utilisateur déjà présent et de faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, ça marche plutôt bien puisque l'offre Finari One, lancée en septembre 2024, a déjà franchi la barre des 25 millions € d'actifs sous gestion en moins de 60 jours. Maintenant, en 2025, Finari, c'est une équipe de 35 personnes. L'effectif n'a pas vraiment beaucoup évolué par rapport à 2023 puisqu'ils étaient déjà 33, mais par contre, ça leur a pas empêché d'exploser leur niveau de croissance et c'est exactement ça qu'on appelle scaler sa boîte. En plus, avec la bonne gestion des coûts qu'ils ont réussi à mettre en place au fil du temps, ils sont officiellement rentables depuis le 4e trimestre 2024 et ça c'est extrêmement positif pour la valorisation de Finari. Mais alors du coup, combien elle vaut cette startup? Eh bien déjà, avec toutes ces offres, donc les abonnements SaaS, les commissions crypto et à la fois le fait qu'elle soit majoritairement B2C mais aussi B2B avec Finari Pro, on se rend bien compte que Finari est en train de devenir une fintech très hybride et ça complique du coup sa valorisation parce que le simple multiple d'ARR qu'on utilise pour les SaaS classiques ne suffit plus totalement ici. L'idéal, ça serait d'utiliser un ARR ajusté qui intégrerait d'une part les revenus récurrents de l'abonnement, donc c'est-à-dire les 6,5 millions € d'ARR déclarés, mais aussi les commissions crypto qui représentent 20% du revenu moyen par utilisateur et enfin leur offre Finari One. Maintenant, faute d'avoir tous ces chiffres précisément puisque c'est pas moi qui gère leurs finances, mais pour la faire simple, on va utiliser l'ARR classique de 6,5 millions € multiplié par un multiple de valorisation. Alors comment tu trouves ce multiple? Eh bien déjà, le marché ne valorise pas toutes les boîtes de la même façon. Et donc du coup, il y a plusieurs facteurs qui vont venir influencer ton multiple, comme le secteur dans lequel l'entreprise évolue, sa localisation, son type de client, ou alors le nombre de clients potentiels que la startup peut acquérir. Mais c'est pas tout. Il faut aussi regarder d'autres indicateurs plus propres à la startup, comme la croissance. Ici, Finari a multiplié son ARR par 4,4 en l'espace de 1 an, donc c'est plutôt une très bonne perf. D'ailleurs, plus l'ARR va être élevé, plus le multiple aura tendance à l'être également. Il faut ensuite regarder la rentabilité et on sait que Finari a passé ce cap depuis fin 2024, donc c'est extrêmement positif. Maintenant, il faut aussi s'assurer que leurs clients sont fidèles et pour le savoir, il faut qu'on calcule le taux de désabonnement, donc le churn. Et ici, on n'a pas vraiment l'info. Ce que je peux te dire, c'est qu'en SaaS, un churn inférieur à 5%, c'est plutôt bon signe. En lien avec ça, on a aussi la durée de vie client, aussi appelée la LTV, et plus elle est longue, et plus l'entreprise a une base solide pour avancer. Enfin, on a un KPI que je t'ai déjà évoqué plein de fois dans cette vidéo, et donc maintenant tu le connais, et c'est le coût d'acquisition client, et comme tu le sais, plus il est bas, mieux ça sera pour ton business. Donc globalement, c'est à peu près toutes les conditions à connaître pour valoriser une boîte SaaS. Il reste quand même un dernier facteur ultra important, c'est de savoir comment fonctionne le marché actuel. Et pour que tu comprennes bien, avant 2022, les startups SaaS pouvaient se vendre jusqu'à 25 fois leur ARR, donc avec un multiple énorme. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les investisseurs sont devenus extrêmement prudents et on est passé sur des multiples qui majoritairement sont inférieurs à 10 avec une médiane autour des 7,3. Alors si on applique ça à Finari et qu'on se dit qu'ils ont un ARR de 6,5 millions €, eh bien si on reste rationnel, aujourd'hui Finari vaut probablement autour des 50 millions €. Maintenant, je mets quand même une grosse limite à la valo que je t'ai donnée moi parce que j'ai pas du tout pris en compte l'ensemble des revenus qu'ils génèrent. Et notamment, il faudrait rajouter ceux liés aux frais de transaction et même ceux aussi de Finari One. En plus, on n'a pas d'infos sur le churn et leur durée de vie client et ça se trouve, c'est très positif. Et comme je te l'ai dit, ça fait partie des choses qui viennent
augmenter le multiple. Donc ça se trouve, Finari, il vaut pas 50, mais le double. Et si c'est pas le cas, ça m'étonnerait pas qu'ils atteignent ça dans un futur proche, par exemple 1 an ou 2. En tout cas, la startup reste prometteuse et nous réserve encore bien des surprises. Pourquoi pas un jour avoir la première licorne française effectuée par un youtubeur? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. En attendant, j'espère que toi, tu as vraiment pu apprécier cette vidéo et que tu as pu apprendre un maximum de choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Je te souhaite bon courage dans tes projets et je te dis à très vite. C'était Corentin. Allez, ciao!